Bonjour à tous. Donc, nous sommes présents ici avec ma collègue Hélène. Bonjour Hélène. Bonjour. Avec, dans le cadre de ce webinaire-ci, finalement deux grands sujets autour du partage de connaissances. À la fois la question, comment est-ce qu'aujourd'hui on accompagne à la mise en œuvre de ce type de dispositif dans les entreprises, à la fois sur un volet technologique et un volet plutôt humain ou culturel. Et puis deuxièmement, en tant qu'éditeur logiciel, nous disposons d'une solution. Et le but, ce sera aussi de pouvoir un petit peu l'illustrer et vous montrer ses spécificités. Voilà. Donc, on va démarrer en 3 temps. D'abord, on va faire une toute petite introduction, parler de l'accompagnement des clients. On va aborder une petite démo produit et on va terminer sur une session de questions-réponses, si vous en avez. Donc, n'hésitez pas entre-temps également à laisser vos questions dans le dispositif à cet effet. Voilà. En termes d'introduction, alors on avait envie de partager avec vous 3 chiffres qui situent bien, qui posent bien le décor. Tout premièrement, le temps aujourd'hui dans les entreprises est considérable en matière de recherche d'informations. Donc aujourd'hui, plus de 20% du temps, en fonction de la maturité digitale finalement des employés, 20% du temps est consacré à chercher de l'information. Un autre effet que l'on observe de plus en plus, c'est finalement la création de différents silos. Donc la dispersion, le fait d'avoir aujourd'hui énormément d'outils différents pour pouvoir partager et retrouver de l'information vient poser un vrai souci. Donc en moyenne, on va retrouver que ce soit au travers de l'email, au travers de plateformes, de chat, de CRM, de logiciels documentaires ou d'autres, de nombreux outils à disposition de l'employé. Et au final, on a toujours cette fameuse question des emails et de la surinformation qui est générée. Alors, ce problème se déporte vers d'autres types de dispositifs, mais on reste sur vraiment un effet aujourd'hui de surinformation, à la fois dans notre vie, je dirais, privée, mais aussi dans notre vie professionnelle. Donc, finalement, le constat, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit au niveau technologique ou au niveau sociétal, tout nous pousse vers plus de communication et de finalement consommation de temps réel. Que ce soit au travers de l'email. Aujourd'hui, la plupart d'entre vous êtes présents sous Office 365 avec Outlook, certains d'entre vous sous Google ou avec Gmail. Ils vont utiliser des disques partagés tels que Google Drive, OneDrive pour stocker les documents au sein d'Arborescence. Et puis, on va voir une explosion, et c'est vraiment ce qu'on observe depuis 1 an et demi, de plateformes vraiment de chat et de communication instantanée, telles que Microsoft Teams ou Slack, si vous connaissez ces acteurs. Et la problématique qui se pose finalement à la plupart des entreprises qui nous contactent aujourd'hui, c'est premièrement comment retrouver facilement l'information clé, deuxièmement comment éviter de réinventer la roue, et puis troisièmement, au final, comment faire adhérer l'ensemble de l'organisation à ce type d'initiative. Qu'on soit une petite ou une grande structure, il y a toujours une certaine inertie qu'il faut pouvoir adresser et anticiper. Voilà, une petite phrase qui nous a marqué de la part d'un client, le CEO d'Inextenso de Groupe Deloitte, c'est que finalement, par rapport à leurs problématiques, ils avaient avant tout besoin d'un Google interne, un bon moteur de recherche, d'un Facebook, avant tout pour susciter l'engagement des collaborateurs, favoriser l'interaction, mais surtout, ce qu'ils souhaitaient, c'était cette logique de livres et de Wikipédia interne. Donc vraiment pour l'information de référence, pour éviter que des personnes dispersées dans des départements ou sur des sites physiques différents doivent en permanence réinventer la roue. Donc, c'est finalement ce qu'on offre aujourd'hui avec Helium. C'est vraiment des possibilités en matière de capitalisation, de recherche et d'engagement des collaborateurs au travers d'une solution. Alors juste en termes d'expérience, mais ça fait 10 ans aujourd'hui que nous existons. On travaille avec des structures dans tout type de secteurs, d'activités, toute taille d'entreprise. Nos plus petits projets font peut-être quelques cinquantaines ou centaines d'utilisateurs jusqu'à des déploiements de plusieurs dizaines de milliers. Donc voilà, ce qui me mène à faire le lien avec Hélène et vraiment de partager aussi ton expérience et ce en quoi cette expérience est transformée également en termes de services, d'accompagnement et de méthodologie de mise en œuvre. Tout à fait. Tout au long de toutes ces années, on a pu observer certains facteurs clés de succès. On ne va pas les passer tous en revue, mais j'avais envie d'en
de vous en exposer quelques-uns. Le premier, ce que l'on se rend compte en tout début de projet, c'est qu'un périmètre très clair est un gage de succès, à savoir ne pas vouloir tout résoudre avec un outil, mais bien se concentrer sur certains usages et pouvoir d'abord répondre à certaines difficultés et peut-être dans le courant du projet en ajouter d'autres, résoudre d'autres problèmes, mais ne pas vouloir tout faire dès le début, car on le sait très bien, un changement qui peut être massif a plus de mal et plus de difficultés à se solutionner et à voir le jour. Donc on est en faveur d'une mise en projet très petite avec des périmètres bien définis et puis voire plus grands par la suite. Et c'est pas une surprise, mais le fait que un sponsor soit derrière cette démarche, cette initiative, qu'il la défende, qu'il montre l'exemple, qu'il l'appuie en comité de direction dans des réunions stratégiques, l'intérêt de cette démarche, et on insiste sur le mot la démarche, pas l'intérêt de l'outil, mais bien l'intérêt de la démarche de partage de connaissances, de partage d'informations, c'est essentiel dans les projets les plus fructueux, ceux qui ont eu le plus de succès. On voit vraiment que lorsque le sponsor est engagé, c'est souvent très bon signe. Un autre point sur lequel on insiste vraiment, c'est que l'on peut ajouter des outils autant qu'on veut dans les entreprises. Il y en a déjà énormément. Greg a présenté ça au tout début. Et l'exercice qu'on va faire avec les clients, c'est de dire, OK, un outil égale un usage, et il faut que ce périmètre d'outils soit très clair, qu'on puisse avoir défini en amont très bien différents outils ont différentes forces. Si on en ajoute un, quel gap fonctionnel vient-il résoudre? Qu'est-ce qu'il va apporter aux utilisateurs? C'est utile d'abord pour que ce soit clair pour l'équipe projet en tant que telle, mais c'est aussi utile pour l'utilisateur final à qui on va diffuser des messages très clairs, très précis et très concrets sur ce que vient faire ce nouvel outil afin d'aligner aussi les attentes. C'est très important. On insistera jamais assez sur cette équipe projet. Évidemment, les projets à succès, on a déjà remarqué, c'est lorsque l'équipe projet est pluridisciplinaire, à savoir, on aime beaucoup travailler avec des équipes projet de 2 à 3 personnes, ça c'est un bon nombre, les réunions sont efficaces, et dans cette équipe projet, on peut retrouver un spécialiste de l'information, ou appelé parfois knowledge manager si vous avez ce poste en interne, un responsable des ressources humaines ou qui connaît les compétences, les expertises internes, et puis quelqu'un qui est responsable du métier ou du département qui va être impacté par le projet en tant que tel. Il n'est pas nécessaire en fait d'avoir forcément le responsable informatique dans la mise en place d'Helium. Il y a assez peu de questions fonctionnelles et technologiques que l'on va aborder dans notre accompagnement. Néanmoins, et bien sûr, ils seront investis en temps voulu pour certaines petites questions, mais dans tout le déroulé du projet, il n'y a pas forcément besoin d'un responsable informatique. Et finalement, un dernier facteur de succès, c'est que nos clients nous l'ont aussi bien exprimé au fur et à mesure des années, c'est qu'Helium a la facilité d'implémentation, de flexibilité, d'agilité. Et donc, on est en faveur de pouvoir tester des petites choses, de les expérimenter, de voir comment ça fonctionne, comment ça prend. Et si ça ne fonctionne pas, de pouvoir apprendre de ce qui ne fonctionne pas, ajuster, changer, remodifier et expérimenter sur un petit périmètre plus large, plus restreint, modifier les communautés et d'être très proche de ces utilisateurs, de pouvoir les écouter, mener des enquêtes afin d'ajuster le tir au fur et à mesure des mois qui passent et ne pas rester avec une énorme solution qui a mis 6 mois à être constituée et ne plus avoir par la suite cette agilité de modifier les choses. Et en fonction d'un petit peu toutes ces expériences que l'on a eues, on s'est dit, on ne peut pas fournir simplement un outil, on ne peut pas juste offrir la technologie parce que ce n'est pas rien qu'avec ça que ce sera gage de succès. On a donc développé 2 méthodologies d'accompagnement pour nos clients qui portent deux noms qu'on a choisis en interne, FAST et ADOPT. Pour faire très bref, en fait, l'idée de FAST, c'est de pouvoir avoir un accompagnement qui est plus en autonomie. Le client est autonome, il a des points de suivi avec nous qui rythment un petit peu ses phases de projet, qui rythment ses échéances. Il a beaucoup de choses aussi en ligne dont il peut bénéficier. Alors que ADOPT est plus centré sur un projet multi-usage, plus complexe. Et là, il y a des sessions de travail
que nous organisons avec les clients pour plonger vraiment dans les réflexions d'analyse des besoins, du périmètre, creuser le plan de communication, par exemple. En quelques mots, voilà un petit peu l'idée d'un accompagnement fast avec des appels. À chaque appel, il y a bien sûr des points de réflexion sur votre structure de plateforme, sur les rôles, sur les droits, quel contenu à haute valeur ajoutée, quel contenu aller mettre dans cette plateforme pour pas qu'elle s'ouvre totalement vide. Et puis, chacun de ces points de suivi offre un livrable que nous co-créons ensemble et qui rythme vraiment votre projet. L'idée, c'est qu'on puisse s'engager dans un délai qui est imparti par rapport à la méthodologie de votre choix à ouvrir la plateforme très vite et qu'on puisse tenir les délais. Et donc concrètement, ça se passe comment, Hélène? C'est un point qui se fait, je dirais, toutes les semaines, tous les jours? Comment est-ce que ça se goupille? Oui, alors par exemple pour FAST, ce sont des points de suivi toutes les semaines d'1 heure avec un apport un petit peu théorique en amont, puis une réflexion dans le contexte du client. Bien sûr, on peut parler des tags par exemple, mais chaque client a ses réalités, a ses envies, ses besoins. Et à la fin de ce point de suivi, on va dire qu'on donne au client quelques petits devoirs à faire, des petits tableaux à remplir, de la réflexion pour qu'au point de suivi d'après, qui est la semaine suivante, on réitère sur ce choix. Et on ajoute le sujet suivant, à savoir quel contenu ou quel profil et ainsi de suite. Donc, on pourrait dire que globalement, c'est presque toutes les semaines un point de suivi d'1 heure avec de l'effort en interne à se concerter, à répondre, à avancer de 2-3 heures aussi pour les équipes projets entre deux. Et est-ce que là, à chaque fois, il doit travailler finalement une semaine complète et partir d'une page blanche, ou bien est-ce qu'il y a des contenus que vous leur donnez pour les aider aussi Oui, tout à fait. Il y a un Learning Center que l'on a mis en place qui est en ligne. On verra peut-être par la suite. Avec tous nos contenus, toute cette expertise et tout ce dont on va parler pendant les points de suivi, ce qui permet aussi de pouvoir préparer ou relire à la suite d'un point de suivi. Et nous, bien sûr, on se charge d'envoyer aussi des documents à remplir en préparation. Par exemple, très concrètement, les profils, il y a un petit tableau que voulez-vous savoir sur vos utilisateurs, quel champ d'information le client peut préparer en amont. Et nous, on challenge typiquement, est-ce qu'il n'y a pas trop de champs là? Est-ce que ça, c'est vraiment intéressant que ce soit un critère sur les profils des utilisateurs? On aide le client à faire ses choix et puis on implémente cela avec lui dans la plateforme le mieux possible. Typiquement aussi, on s'est rendu compte qu'il y a besoin de tout ce qui vient autour de l'outil, à savoir le lancement et la stratégie d'animation et de communication autour de cet outil. Et du coup, l'idée, c'est d'avoir aussi des points qui challengent un petit peu comment allez-vous lancer cette initiative, comment allez-vous faire un petit peu du bruit autour de tout ça pour que ça prenne. Et très important, c'est que ce suivi ne s'arrête pas à l'ouverture de votre plateforme. L'idée, c'est que nous avons aussi des clubs utilisateurs avec toute une communauté de clients tous les 3 fois par an, avec des clients qui présentent leur cas d'usage, ce qu'ils font pour challenger au quotidien un petit peu votre usage, avec des contenus que l'on poste dans notre communauté de clients et avec des points de suivi sur le long terme qui challengent un petit peu vos statistiques, vos pratiques pour s'assurer que le projet est un succès sur le long terme. Donc voilà, le service, c'est vraiment une méthodologie et des intégrations avec votre environnement existant, mais aussi un suivi dans le temps de notre part proactif avec des appels, mais aussi grâce à notre Learning Center, learn.helium.com et notre communauté qu'on appelle Sphère, qui est une communauté avec tous nos clients qui partagent aussi des questions, des bonnes pratiques et qui se rencontrent 3 fois par an. Voilà. Okay. Si ça peut déjà éclairer. Merci Hélène. Je pense qu'en termes de temps, on avance bien. Donc, on va passer à la partie un petit peu plus outils finalement de l'échange. Donc, tout d'abord, en termes de petite introduction, Helium est une plateforme software as a service, donc il ne faut pas venir l'installer sur l'ordinateur, elle est accessible à distance et elle s'intègre évidemment avec votre existant, que ce soit Office 365 ou Google, on vient s'intégrer à ces suites-là. Je vais démarrer par faire une petite présentation ici de l'application mobile. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on le voit, et notamment dans les statistiques d'usage et évidemment dans le niveau de satisfaction de nos clients, que le mobile devient un des points clés pour accéder à de l'information et pour partager.
Donc, on a investi énormément, je dirais, à la fois de temps, et j'ai presque envie de dire d'amour dans cette application mobile que je vais vous montrer maintenant. Je vais partir d'un premier exemple, c'est-à-dire que lorsqu'on parle de partage, évidemment, c'est à partir d'où est-ce qu'on va pouvoir partager une information. Typiquement, lorsque je suis dans une démarche de lecture, de veille, que ce soit sur un temps de midi dans les transports ou ailleurs, je vais pouvoir tomber sur des contenus qui sont susceptibles d'intéresser mes collaborateurs. Et on va avoir la possibilité de partager très simplement en une touche un contenu et de le capturer au sein de la plateforme. Et donc ici, je vais avoir la possibilité, dans ce cadre-ci, de partager cet article au sein d'un espace. Donc Helium est divisé en différents espaces de partage avec des droits d'accès différents. Et ça va me permettre tout simplement de poursuivre ma lecture et de pas nécessairement ensuite devoir rentrer dans l'outil pour partager. Maintenant, si je me connecte à la plateforme, vous allez pouvoir voir que on va avoir une vue d'ensemble des différentes zones, des différents espaces de partage. Donc ici, on va pouvoir voir par exemple différentes communautés de pratiques si j'en ai au sein de mon entreprise, différents espaces plutôt pour la stratégie, des ressources, des zones de partage. Donc finalement, j'ai une sorte de cartographie et de vue d'ensemble qui est tout à fait paramétrable à la fois visuellement et en termes de nom par entreprise, par plateforme. Ensuite, je vais avoir une vision de type flux d'activité. Alors, ce flux d'activité va mettre énormément l'accent sur le contenu, donc un petit peu moins sur les interactions. On va pouvoir, aimer un contenu, on va pouvoir le mettre en favori, mais surtout, on va pouvoir, pour le coup, consulter, ouvrir n'importe quel type de contenu au sein d'Helium. Et c'est la particularité d'Helium, c'est que finalement, on ne va pas être nécessairement que sur la logique d'un partage de documents, d'un partage d'articles, mais on va également pouvoir construire des capsules de connaissances d'une certaine manière, et on va finalement s'affranchir complètement du format original de l'information. Alors, dans ce cadre-ci, si je regarde la capsule Sales Onboarding, mais c'est un usage qui est très fréquent chez nos clients, mais également chez nous-mêmes, c'est que on va pouvoir ici onboarder, on va vraiment créer des pages destinées à l'accueil de nouveaux collaborateurs. Dans ce cadre-ci, je vais le rajouter à mes favoris et je vais pouvoir basculer dans ma vue favoris et pouvoir retrouver en permanence finalement ces différents contenus. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir faire exactement la même chose à partir de mon desktop. Et donc, si je suis sur mon ordinateur, que je trouve quelques documents intéressants, je peux les rajouter en favoris et puis les lire lorsque je suis en déplacement. Il y a un système de notification, c'est-à-dire qu'on va aussi pouvoir diffuser l'information de manière ciblée à différents utilisateurs ou différents groupes d'utilisateurs. Je vais avoir un annuaire qui va me permettre aussi de chercher et de retrouver une personne en particulier. Et on a, dans l'ensemble, fait le tour de l'application, bien entendu avec un certain nombre de préférences, avec une petite messagerie sur laquelle on ne met pas l'accent fortement, mais elle est toujours présente, donc elle peut être utile aussi pour avoir des conversations ailleurs qu'autour d'un contenu. Voilà pour l'application mobile. Alors, je vais rebasculer maintenant sur mon écran. Ici, je vais revenir sur mon desktop et j'ai une vue d'ensemble. Je retrouve finalement mes différentes zones de partage, mes différents espaces. Petite parenthèse, dans beaucoup d'environnements, vous aurez une structure à un niveau. Ici, on va avoir une structure à 2 niveaux qui va permettre de rassembler au sein de différents au sein de clusters, de groupes d'espaces, les différents espaces. Je vais retrouver mon flux d'activité qui va me permettre de retrouver mes différents contenus et je vais avoir la possibilité finalement de sélectionner et de partager soit un contenu qui à la base est tout à fait vide, donc je vais pouvoir partir d'une page blanche, je vais pouvoir partager un lien spécifique, je vais pouvoir partager un fichier, mais je vais également pouvoir créer des types de contenus bien spécifiques à mon métier. C'est-à-dire que je vais pouvoir créer un compte-rendu de réunion qui est préstructuré, je vais pouvoir créer une fiche mission client, je vais pouvoir créer un parcours d'onboarding ou de newsletter. Et si je montre un petit exemple de compte-rendu, là, on va vraiment rentrer dans un contenu à la fois, je dirais,
composite, donc à la fois du texte, mais également composé de différents blocs, que ce soit des blocs de documents, des blocs faisant référence à des contenus qui se situent ailleurs. Ce que l'on va pouvoir faire, c'est également amener un petit peu de structure autour de cette information, donc comparé à des solutions très sociales, très collaboratives, on va pouvoir vraiment aussi organiser chaque contenu au moyen de mots-clés qui font partie d'une taxonomie, donc du vocabulaire de l'entreprise, et qu'on va pouvoir appliquer comme des étiquettes à chaque contenu. Peut-être préciser que ces modèles de documents sont bien sûr choisis par le client qui peut les créer lui-même selon ses besoins, bien sûr. Tout à fait. Donc, au même titre que la structure de la plateforme, chaque modèle est personnalisable. Ça vaut la peine également de montrer à quel point c'est simple de le faire. Donc, vous avez juste un petit constructeur qui vous permet de créer ces différents modèles et de les personnaliser, voire d'en créer des nouveaux. Si je reviens au niveau de mon contenu, qu'est-ce que je vais pouvoir ajouter comme différents types d'informations? Là, je suis très libre. Donc, j'ai à la fois des possibilités de mise en forme. Je vais pouvoir ajouter des fichiers qui se trouvent sur mon disque dur. Donc là, par exemple, je vais pouvoir ajouter un PDF au sein de ce contenu. Je vais pouvoir éventuellement faire des liens vers des utilisateurs de la plateforme. Je vais pouvoir alors faire de la mise en forme, je dirais, sous la forme de tableaux. Également, je vais pouvoir rajouter des images en pleine page ou voilà, de différentes tailles. Rajouter des codes pour les équipes plutôt de développement. Et puis, un élément qui est très, très utilisé, à la fois dans le monde, je dirais Microsoft, mais aussi Google, c'est on va pouvoir créer du lien vers des contenus qui sont situés ailleurs. Et donc là, dans le cadre ici de ma plateforme de démo, j'ai un répertoire, un folder Google qui contient une série de documents de travail et je vais pouvoir référencer en fait directement ces informations au sein du contenu. Donc, ça va me permettre de créer du lien. Donc, que ce soit dans le cadre, finalement, d'un compte-rendu de réunion, que ce soit dans le cadre de fiches produits, que ce soit dans le cadre de fiches d'onboarding ou de bonnes pratiques, je vais toujours pouvoir réutiliser très facilement l'information qui provient d'ailleurs. Et de cette manière-là, offrir quelque part une surcouche qui va faciliter l'accès à l'info. Un élément, donc là, vous avez une vue d'ensemble. On va pouvoir également rentrer je dirais, au sein d'un espace en particulier. Ici, je vais rentrer dans un espace méthodologie agile. Vous pouvez voir qu'on va également pouvoir structurer les contenus au sein de cet espace. Donc ici, on a une mise en forme. On va pouvoir mettre en évidence certains contenus clés. On va pouvoir plutôt avoir une vue structurée également de ces contenus. Donc là, on va également pouvoir personnaliser chaque espace en fonction des besoins, qu'ils soient plutôt de communication, plutôt de base de données, de base documentaire, ou plutôt collaborative si on souhaite plutôt être dans une logique de flux d'activité et d'interaction autour de ces différents contenus. Voilà. Ce qu'on va retrouver de manière transverse et ce qui va faire la grande différence, par exemple, lorsqu'on parle de SharePoint, c'est qu'on va avoir la possibilité vraiment d'effectuer des recherches très transverses. Et donc ici, j'ai un moteur de recherche qui, d'une part, va me permettre de remonter à la fois des espaces, des utilisateurs ou des contenus très spécifiques, ou alors de basculer dans une recherche avancée. Et cette recherche avancée, ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle va permettre aussi de filtrer l'information selon les tags qui sont appliqués, selon les étiquettes qui sont appliquées sur chaque contenu. Donc là, on va se retrouver avec finalement des possibilités de filtre et de tri qui s'apparentent. Si certains d'entre vous utilisent Amazon, vous allez vraiment pouvoir retrouver, combiner les différents types de contenus pour retrouver ce qui vous importe. Ça va venir compenser les problématiques qu'on observe avec les arborescences. Donc, les multiples arborescences imbriquées à 8 ou 10 niveaux, on va permettre de s'affranchir de cette problématique-là et d'être beaucoup plus efficace dans le cadre de la recherche et du filtrage d'infos. Voilà, je pense qu'on a dans l'ensemble fait le tour aujourd'hui des grands points
Ce que l'on n'a pas illustré, ça va être la partie plutôt, on va dire, distribution d'informations. On va pouvoir se créer des alertes, on va pouvoir créer également des produits d'information diffusés par email auprès éventuellement de clients internes de cette information. On va pouvoir gérer tout cela dans un back-office de manière simple au niveau des utilisateurs, au niveau des espaces, des droits d'accès. On va pouvoir gérer l'intégration avec des Active Directory, donc plutôt les répertoires d'utilisateurs, donc assurer la sécurité. Et puis finalement, on va pouvoir importer aussi toute une série de contenus. Et donc le travail à la fois on va dire de l'utilisateur, mais aussi de l'administrateur va être grandement facilité. Donc on va faciliter ce travail de récupérer, d'importer en masse des contenus. Voilà. Hélène, est-ce qu'il y a des choses éventuellement que j'aurais omis de dire et qui te semblent importantes? Je ne pense pas. Peut-être ça va dépendre des questions, de qui y a derrière l'écran, justement, et de ceux qui veulent savoir. Super. Ils ont envie de... Impeccable. Donc, on va passer en mode questions-réponses. Donc, on va ouvrir les différentes questions. Donc, première question. Comment et qui décide des outils utilisés, sachant que c'est pour toi, Hélène, et comment est-ce que nous vous guidons par rapport à ces besoins? Alors, ce serait bien que ce soit nous qui décidions de quels outils utiliser en interne. Ça dépend fortement d'une entreprise à l'autre. Il y en a certains qui ont une gouvernance IT très, très précise, d'autres où chaque métier, chaque département peut décider des outils qui seront utilisés. Néanmoins, ce que l'on vous aide à faire, c'est de pouvoir avoir une espèce de carte de chaque outil, de creuser avec l'expérience que l'on a, de connaître différents outils, ce qu'ils pourraient faire, ce qu'ils font réellement chez vous, d'écrire ça sur papier et d'avoir un espèce d'argumentaire aussi pour se dire, OK, il y a des outils dans mon entreprise, ils ont différents périmètres, il y en a qui se recoupent, il faudrait peut-être aborder cette question au plus haut niveau et voir un petit peu la cohérence de tout ça. C'est vrai que nous n'allons pas mener cet argumentaire en interne, les contextes sont variés, mais néanmoins on vous guide par rapport aux besoins, aux manquements, et là où on voit quelque chose qui pourrait être une opportunité. Imaginons, je donne un exemple, que Helium ait été choisi parce qu'on pense faire des communautés d'échange, etc. On se rend compte qu'il y a un outil en interne qui fait exactement la même chose, très bien. On va challenger un petit peu pourquoi alors cet outil arrive, c'est qu'il y avait un besoin qui était non couvert dans ce qui était proposé auparavant. Est-ce que le périmètre est exactement le même? Est-ce que c'est le même public cible? Pouvoir un petit peu éclaircir cette situation et se dire, très bien, imaginons que l'autre outil fasse vraiment juste du chat entre des communautés qui échangent des petits articles. Est-ce que, alors nous, le besoin, il n'est pas plus large, il n'est pas plutôt de co-construire des échanges avec des documents plus complexes, de les mettre en avant via les onglets que peut-être vous avez vu tout à l'heure, et de voir si on va plus loin, si le public cible est le même, si les messages sont les mêmes, afin qu'il n'y ait pas confusion. Donc peut-être que là, c'est vrai que nous ne décidons pas des outils qui seront utilisés en interne, mais on vous guide dans la réflexion. Et d'ailleurs, là, je parle plutôt en après-projet, mais en avant-projet aussi, en avant-vente. Il y aura cette question avec nos équipes commerciales de est-ce qu'il y a un sens ou est-ce que cela fait sens, ce que vous désirez faire avec notre outil par rapport à votre périmètre existant. On nous glisse dans l'oreillette que désormais la caméra fonctionne, donc on vous salue. Alors, une deuxième question qui a trait plutôt au suivi. Donc, on a parlé de suivi en continu. Après le lancement, y a-t-il encore un suivi de votre part? Et ce qui fait le lien avec la question suivante, c'est également comment finalement sont utilisés les analytics. Donc, quels sont les indicateurs également de suivi finalement que l'on fournit et qui sont et que nous conseillons, parce que par exemple, voilà, le nombre de clics sur un document est pertinent dans ce type de contexte? Alors, c'est vrai que le rythme de suivi est très, très élevé durant la phase de préparation et de ce qu'on va appeler l'onboarding sur la plateforme, à savoir préparer les espaces, la structure, y mettre des contenus. Mais on s'est rendu compte au fur et à mesure des années que si on laissait les clients dans la nature après le lancement, c'est là qu'est tout l'enjeu. Et justement, un des enjeux, c'est de ne pas prendre Helium comme un projet qui a un début et qui a une fin. C'est pas je suis désolée de dire ça aux équipes projet, c'est pas quand c'est lancé que ça y est, c'est fini et que tout a été fait. C'est seulement là que
ça démarre en fait. Et donc, en effet, par la suite, nous organisons aussi des formations avec ce qu'on appelle nos ambassadeurs ou les contributeurs clés. C'est un groupe de personnes qui va entourer l'équipe projet pour porter la dynamique et vraiment propager cela en interne. Ensuite, dans les 6 mois après le lancement, nous gardons un rythme de points de suivi mensuel ou bimensuel, ça dépend un petit peu de l'enjeu et de la grandeur du projet aussi, afin de s'assurer que la structure correspond, que le sponsor est bien investi, que les animateurs font leur travail, quels sont vos points bloquants, afin de suivre aussi tout ce qui a été mis en place. Je dirais qu'après, sur le long terme, c'est plus des points de suivi 2-3 fois par an, mais peut-être quelque chose à préciser, c'est que dans notre communauté Sphère, chaque client a aussi un espace projet dédié dans lequel il peut en temps réel nous poser toutes les questions nécessaires, et des clients utilisent ça très très fortement, d'autres ont moins de questions, mais ce suivi il est en continu et il est là. Ta deuxième question, c'était peut-être les... Oui, au niveau des indicateurs, donc souvent la question des statistiques pour un suivi. Oui, alors ce que l'on tente de faire en début de projet, c'est de se dire très bien, si je vous rappelle dans 6 mois ou dans 1 an, qu'allez-vous me dire, comment allons-nous, si je vous pose la question, est-ce que votre initiative est un succès, vous allez me confirmer ou infirmer cette phrase, oui c'est un succès, je pense que tout va super bien, d'accord, mais donc on essaye en tout début de projet de se dire, ok, qu'est-ce que voulez-vous atteindre, qu'allons-nous mesurer, qu'allons-nous vouloir prouver. Ça pourrait être, alors Grégory parlait de statistiques, ça peut être des métriques très chiffrées. Par exemple, si on veut créer un sens de communauté et des échanges, on va mesurer le nombre de posts, de commentaires, de likes et tout cet aspect social. Ce qu'Helium fournit au niveau produit. Tout à fait. Donc là, il y a évidemment un back-office qui vous permet de tracer par espace, par utilisateur, par contenu également quels sont les niveaux de consultation. Alors, même que si on est dans un projet plus documentaire et plus base de ressources, par exemple, l'intérêt de mesurer les commentaires et les likes n'est peut-être pas très marqué. Et là, on va plus aller regarder des indicateurs du type du nombre de contenus, des vues sur ces contenus, du téléchargement, du repartage de ces contenus, combien de fois ils ont été réutilisés. Et là, on est plus sur les indicateurs chiffrés, mais derrière ça, on essaye d'instaurer aussi une réflexion plus profonde. Très bien, ils se parlent beaucoup, ils échangent beaucoup, mais derrière, qu'avez-vous gagné avec l'instauration de cet outil? Que cherchez-vous à améliorer, à diminuer le temps de recherche de l'information, à réduire vos emails, à avoir plus d'efficacité en interne? Et ça peut se mesurer par plus que des chiffres. Donc parfois, ça mesure par une enquête avec... typiquement la satisfaction, ou si les gens ont l'impression de retrouver mieux l'information, et là on est plus sur du quali, qui a aussi sa part d'importance dans la preuve d'un succès d'une initiative de ce genre. Tout n'est pas mesurable par les stats. Et même en avant-projet, c'est un très bon conseil de mener ce type d'enquête avant et après, que ce soit après le lancement d'Helium ou d'autres types de dispositifs, avoir des éléments tangibles par rapport à ça. Ouais. On a une dernière question par rapport à l'accompagnement, puis on en a 2-3 concernant le côté plutôt outil. Donc par rapport à l'accompagnement, quels sont les points clés qui ne permettent pas de s'économiser d'une méthode d'Adopt? Donc finalement, est-ce que c'est le périmètre fonctionnel qui est spécifique, l'expertise limitée du côté du client, qui fait en sorte qu'on doit d'office partir sur une méthodologie plus approfondie d'accompagnement? Oui, très honnêtement, cette méthode n'existait pas auparavant. On pensait faire l'économie de ça. Ce qui nous a poussé à la créer, et aussi il y a des clients qui en sont vraiment très contents, c'est premièrement que le travail en amont n'est parfois pas complet. Le fait que le projet n'a pas démarré, on n'y a pas mis du temps, on n'y a pas consacré, et on a tourné l'initiative vers l'outil. Il nous faut trouver un outil, très bien, mais cette première journée Adopt, par exemple, elle aborde les KPIs, le périmètre de projet, la carte de votre environnement technologique et ce qu'on appelle la structure de gouvernance, à savoir qui va faire quoi, qui aura quel rôle dans ce projet. Et c'est un peu comme poser les fondations d'un projet qui va bien fonctionner. C'est-à-dire que ça, c'est des éléments dont l'équipe projet a probablement parlé en amont peut-être, mais avec des bribes, avec des infos très disparates. Et le fait d'avoir ça dans un livrable qu'on vous fournit à la fin de cette journée, on se rend compte de l'utilité réellement d'aligner les personnes autour de la table sur des bonnes bases, sur les messages clés.
Ce qui se produisait aussi, c'est que les processus d'achat parfois sont longs et du coup avec des interlocuteurs différents et faire de démarrer sur cette journée de travail en début de projet, ça assure vraiment les bonnes bases du projet. Également, il y a une des journées qui est consacrée à l'adoption et à la communication. Et bien là, typiquement, on ne pouvait pas faire l'économie de ça parce que juste dire, voilà, l'outil est prêt, quelques espaces, les utilisateurs sont invités et l'outil fera le reste, ça va marcher. Bien, c'est quelque chose dont je pense que ce n'est pas une surprise, ça ne suffit pas. Et donc, cette journée, on l'a créée aussi en fonction des besoins de nos clients avec du travail sur la com. Au lancement, que va-t-on faire? Un événement, des petits goodies, on va mettre des posters, quel message clé on va diffuser. On doit diffuser des messages un mois avant le lancement, plus du teasing 2 semaines avant le lancement, un message très clair au lancement et des messages de changement de comportement dans les 3 à 6 mois qui suivent ce lancement pour amener les gens à nous rejoindre. Et donc, je pense que ça, en quelque sorte, les clients peuvent le faire de leur côté, mais le fait d'avoir des momentum, du rythme, des livrables clés qui m'obligent à y réfléchir, à le faire avec une structure et un fil conducteur, je pense que c'est là l'intérêt, probablement. Ok. Alors, sur la partie un petit peu plus produit, mais comment fonctionne la partie collaborative? Demande Laetitia. Mais alors, tout d'abord, qu'est-ce que vous entendez par collaborative? C'est, je dirais, la première question. Il y a plusieurs perceptions aussi. Finalement, elle est omniprésente au sein de la solution. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que finalement, les solutions collaboratives peuvent recouvrir beaucoup de besoins métiers différents. Donc, on va retrouver ça à la fois dans l'interaction autour d'un contenu, donc que je partage un document, un compte-rendu, une vidéo, une bonne pratique métier, un parcours de formation, on va toujours pouvoir interagir et enrichir finalement ce contenu. On va également travailler, comme le fait Wikipédia, c'est-à-dire que chaque contenu qui est créé, qui est écrit, qui est sauvé donc par un premier collaborateur, imaginons Hélène, je vais pouvoir revenir 2 heures ou 2 semaines plus tard et également y apporter une modification. Donc j'ai un bouton très simple qui me permet d'éditer ce contenu-là. Je rajoute un petit bout de texte, je corrige éventuellement une faute d'orthographe et je republie. Et donc ça va fonctionner comme Wikipédia et on va pouvoir revenir également dans le passé. Donc aujourd'hui, on n'est pas sur une logique, je dirais, de coédition de temps réel, comme le fait par exemple un Google Docs qui fonctionne très bien. Ça fait partie de nos perspectives, mais aujourd'hui, voilà, ça fonctionne très bien et ça permet vraiment de travailler et là de collaborer à chaque fois, à la fois sur des contenus et au travers des conversations. Le dernier axe, mais ça va être la partie plutôt messagerie privée, instantanée. Là aussi, en fait, on considère aujourd'hui qu'une bonne plateforme de partage de connaissances doit être collaborative et doit offrir finalement toutes ces possibilités d'interaction, mais que sa colonne vertébrale doit rester la structuration de l'information, sa mise en scène, un bon moteur de recherche et que voilà, le côté social, lui, doit être omniprésent. Donc, j'espère avoir répondu à la question. Ensuite, par rapport à une petite question, où les documents ou les fichiers sont-ils conservés? On a 2 cas de figure en fait dans le cadre d'Helium. Généralement, vous avez un existant. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un existant plutôt obsolète et donc un disque dur partagé, un disque Z comme chez certains et qu'on va chercher à importer dans la plateforme. Et dans ce cadre-là, on vous apporte toute notre expérience et également des services d'intégration. On va pouvoir réinjecter très facilement ces contenus-là au sein d'Helium. Et donc, ils vont tous être stockés physiquement au sein de notre infrastructure. Et ou alors, deuxième cas de figure, vous utilisez des outils tels que Google Drive, OneDrive, et vous allez pouvoir, peut-être pour certains documents, uniquement faire des liens. Et ces documents, donc physiquement, vont être stockés, mais toujours au sein de votre voilà, répertoire initial. Et donc, dans ce cadre-là, ce que l'on va faire grâce à l'intégration, c'est on va indexer le contenu, donc on va tout de même pouvoir enrichir le moteur de recherche. Ce ne sera pas que le titre, mais ça va permettre voilà, de laisser, parfois aussi pour des questions entre guillemets de sécurité ou de politique de sécurité, de conserver des documents ultra confidentiels dans un lieu et d'avoir le reste de vos documents par ailleurs. Mais de manière générale, Helium est utilisé par 99% de nos clients comme étant vraiment le lieu des documents qualitatifs de référence sur lesquels on va pouvoir collaborer, interagir,
mais ce ne sera pas l'endroit où on va placer tous ces documents de travail. C'est d'ailleurs vraiment quelque chose aussi que l'on n'encourage pas et on conseille vraiment d'avoir ces démarches qualitatives pour résoudre et pour répondre à tous les enjeux qu'on a adressés en début de webinaire. Voilà. Donc, encore 2-3 petites questions. On va, en termes de temps, on nous fait signe aussi qu'on arrive tout doucement au bout de l'échange. On pourra reprendre contact avec vous directement pour y répondre. Donc, merci en tout cas pour ta présence, Hélène, et pour votre temps. Merci, Grégory. Voilà. Merci à vous. Bonne journée, au revoir.